Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Impacté au féminin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Audrey Pouchol. Donc en fait le concept du podcast Impacté au féminin, si c'est votre première fois que vous le découvrez, c'est dans la lignée du club Impacté au féminin, des livres collaboratifs Impacté au féminin, puisque ma mission c'est d'aider les femmes à développer leur visibilité et grâce à son business et plus on va développer sa visibilité, plus il va être possible d'inspirer, d'influencer, d'impacter d'autres femmes qui peut-être aujourd'hui n'osent pas être visibles, n'osent pas parler, n'osent pas plein de choses, ou ont peur de beaucoup de choses, d'être vues, du qu'en dira-t-on, ou ce genre, et de montrer que en fait, quand on a un business, bien sûr, il va y avoir des hauts et des bas, mais que ça nous aide, ça nous forge un petit peu. Et puis tout ça, ça aide à développer son business, développer sa vie, mais aussi de pouvoir utiliser toutes ces choses-là pour aider ses clients. Mm, Donc, avant tout, Audrey, toi, tu nous rejoins de Clermont-Ferrand. Et est-ce que tu peux exact. nous dire justement qui tu es et ce que tu fais? Écoute, merci Biba déjà pour cette opportunité. Donc, je m'appelle Audrey, ça fait 30 ans que je suis commerciale et 9 ans à mon compte en tant qu'entrepreneur. Pour tout ce qui est conseil et formation en technique de vente et relations clients, donc le but c'est d'aider les gens en fait à obtenir plus d'engagement, plus de oui pendant les rendez-vous, plus de facilité en fait à traiter avec les clients et développer leur business, hein, un peu comme toi, on a la même finalité Mhm. en fait avec des méthodes différentes. Et voilà donc pour ce qui est de mon activité principale. Ça me fait toujours bizarre à chaque fois que tu te présentes et tu dis ça fait 30 ans. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas bien qu'elle a Et commencé si bébé. Alors, en vrai, pas tout à fait. Mon premier job officiel, tu vois, post-études, on va dire que c'était 99, mais enfin bon, on n'en est pas loin. Et puis, forcément, j'ai fait des stages avant dans d'autres entreprises, tu vois, en tant qu'étudiante. Donc oui, oui, ça, on peut arrondir à 30 sans aucun souci. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as eu envie d'être entrepreneur? Ah, ça, c'est une vraie Bonne bonne question. question. Ce qui est bien avec Biba, c'est qu'elle dit pas les questions à l'avance. Alors comme Non, ça, on ben peut non, sinon ce vraiment serait. réagir. Euh, Faut que c'est ce une soit, ça vraie, vienne à vraie l'instinct. Ouais, et puis c'est une vraie bonne question parce que je crois que je me pose encore la question. En fait, j'ai toujours pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est sûr, je peux spoiler la fin, c'est que je reviendrai pas en arrière. C'est vraiment le meilleur choix que j'ai pris dans ma carrière professionnelle. Pourquoi c'est si étonnant, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai des parents profs, une famille de fonctionnaires. J'ai été mariée 17 ans à un fonctionnaire. Alors, j'ai rien du tout contre les fonctionnaires, mais c'est pour dire qu'on est très, très loin, en fait, de ce monde de l'entrepreneuriat. C'était Mhm. pas du tout ma culture. D'ailleurs, j'ai commencé par travailler dans une chambre de commerce et d'industrie, qui est quelque chose, tu vois, d'un peu Mhm. privé-public, enfin un peu intermédiaire. Et voilà. Mais en fait, je me retrouvais pas dans le monde salarié. Je crois que c'est surtout ça, en fait. Tu vois, j'avais ce syndrome de la bonne élève où, en fait, tu crois, parce que, encore une fois, parents prof, hein, donc système très scolaire, tu crois que si tu travailles bien, bah, tu vas avoir de la reconnaissance qui va tomber. En plus, moi, je suis commerciale, donc ça paraît évident parce qu'on se dit, bah, je fais des ventes, donc je ramène des sous, donc c'est très concret. Et donc, si je ramène plein de sous, forcément, on va m'en redonner plein à moi aussi. Et puis surtout, on Et va en me plus, dire que c'est je fais mal bien vu. mon travail. C'est mal vu Comment? de gagner plein de sous. C'est mal vu en France de gagner plein de sous. Oui, alors des fois, voilà. Et puis en plus, bon, bah, suivant comment tu tombes dans des structures plus ou moins bienveillantes, les gens trouvent toujours une excuse pour, tu vois, te dire que, bah, oui, mais t'as eu de la chance, oui, t'es meilleur sur les résultats que tout le monde, mais c'est parce que, il y a un truc magique sur ton marché, tu vois, et c'est très, très frustrant. Et puis en plus, moi, j'ai un tempérament qui aime bien, comment dire, j'aime bien faire à ma façon, en fait. Voilà. Donc, je vais respecter le cadre, je vais respecter l'objectif, je vais respecter plein de choses, mais j'aime pas bien qu'on me dise par quel chemin il va falloir passer. Et si je trouve que moi, c'est plus fun de faire A, D, B, E, C, tu vois, au lieu de faire A, Mhm. B, C, D, eh ben, pourquoi pas. Donc voilà. Et jusqu'au moment où, en fait, c'était plus tenable, cette situation. Je me suis épuisée dans les différents jobs que j'ai eus, même si j'adorais en fait mon métier. Et je me suis dit, bah tiens, on va prendre une parenthèse, on va aller faire des petites missions comme ça pour me donner le temps de retrouver un autre poste beaucoup plus stable et beaucoup plus fixe. Et puis, fallait pas me donner le goût, quoi.
Voilà, parce qu'en fait, j'ai trouvé là la reconnaissance, la liberté, l'enrichissement aussi, parce que tu vois, tout d'un coup, ben, j'ai pu aussi avoir la liberté de m'offrir les formations qui m'intéressaient moi Mhm. et de d'apprendre plein d'autres choses, y compris avec toi d'ailleurs, parce que tu es arrivé assez vite dans ce parcours d'entrepreneuriat. Et que j'avais un vrai manque aussi sur tout ce qui était marketing, tu vois, vraiment la visibilité dont tu parles tout le temps. Enfin, voilà, ça, c'était pas ma compétence première, hein. Moi, j'étais vraiment sur du pur commercial, voire du commerce international, de la négo, des choses comme ça, mais pas sur comment on attire les gens à nous. Donc voilà, Donc, ça fait je 9 me ans. suis trouvée finalement à ma Tu place, as quoi. trouvé ta voie. D'accord. Oui. Donc, ça fait 9 ans. Donc, par contre, entre le moment où on décide qu'on quitte un job et qu'on passe entrepreneur, il y a plein de choses. C'est un, faut oser sauter le pas. Et deux, c'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas du tout le même mindset. Comment tu as Oui. géré cette transition et est-ce que c'est facile à gérer, en fait? Alors, finalement, sauter le pas, ça a été facile pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'encore une fois, j'ai fini par un burn-out. Donc, tu vois, j'étais vraiment plus bien. Enfin, je veux dire, j'avais plus le choix. Et c'est un peu le souci de la plupart des gens qui passent à l'entrepreneuriat, d'ailleurs, c'est qu'on attend trop tard pour y aller. Enfin, ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable de démarrer ça tranquillement à un moment où j'allais bien, tu vois. Mm. Donc ça, c'est la première chose. C'est donc finalement, oui, ça m'a plongé dans le bain comme ça directement. Euh, la deuxième chose, c'est que je crois que j'ai eu la chance de rencontrer des gens dès le départ qui m'ont accompagnée dans cette aventure-là, enfin d'être entourée. Je pense que ça, c'est super Mhm. important. Et la troisième chose, c'est que heureusement que je savais pas tout. Voilà, l'ignorance, je Sinon, pense, ça m'a fait trop beaucoup peur. aidée. Tu vois, Sinon, tu c'est ne un serais peu... pas allé. Ouais, c'est ça. C'est si j'avais su tout ce que ça impliquait derrière, Ouais. je me serais posé sans doute beaucoup plus de questions. Mais comme je ne savais pas et que je Mhm. découvrais petit à petit, tu vois, étape par étape, bon, bah finalement, un pas à la fois, ça va très bien. Mais là où vraiment j'entends ce que tu dis, et moi j'ai vraiment cette attention-là aussi, parce qu'on a aussi ce point commun toutes les deux, hein, de vouloir favoriser l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat des femmes, etc. Et je me dis toujours, attention, c'est bien de favoriser tous les projets des femmes, de les encourager, et même des hommes aussi pour ce point-là. Mais il faut aussi savoir leur dire que des fois, c'est pas pour eux. Soit parce que le projet tiendra pas, soit parce qu'ils n'ont pas comme tu as dit, le mindset, c'est super important. Et en 9 ans, ben, comme toi, j'en ai vu plein qui essayaient et c'est pas pour eux parce que il faut vraiment avoir la capacité à naviguer dans l'incertitude. Qui est même au bout de 9 ans, hein. Puis je suppose que toi, avec bien plus d'années, tu vas dire pareil, surtout avec l'année que tu viens de passer. L'incertitude, elle est tout le temps là et elle revient et des fois, elle revient super fort en fait. Donc, si t'es pas Et en prêt à plus, accepter ça, il faut savoir dès le départ qu'être entrepreneur, c'est prendre des risques. Si on ne prend oui, pas des risques, plus toujours. ou moins contrôlés, parce que des fois, ça part un peu plus vite que ce qu'on veut, mais il faut savoir prendre des risques. Si on est quelqu'un qui veut surtout pas prendre de risques, il ne faut pas démarrer l'entrepreneuriat. Il vaut mieux garder un job, c'est plus sécure. Ouais, le risque et prendre des décisions. Moi, c'est le truc au début où je disais tout le temps, quand je discutais avec des chefs d'entreprise beaucoup plus aguerris que moi, je disais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur, il faut prendre des décisions, mais toutes les semaines, et puis tous les mois, il y en a une encore plus dure, et puis alors tous les 6 mois, il y en a une énorme à prendre, et pour pivoter, pour s'adapter, pour le marché bouge, enfin, il faut prendre des décisions tout le temps. Et ça, on m'a dit, bah ça, de toute façon, t'as pas le choix. Et c'est Et, juste que et, ça et s'arrêtera jamais. non, et Il n'y a pas puis de le fin. meilleur conseil là, en fait, c'est de dire, prends une décision. Qu'elle soit bonne ou pas bonne, ça, tu le verras en faisant, quoi. Donc, essaie de prendre la meilleure, mais si tu te trompes, c'est pas grave, tu prendras une autre décision Ouais. dans, Et c'est dans, dans c'est 15 ça qui est jours, dans un important mois. à retenir, c'est qu'on prend une décision. On ne va pas savoir à l'avance si c'est la bonne ou pas, mais il faut en prendre une. Et c'est justement d'avoir suffisamment l'état d'esprit et le mindset de se dire, ben, si je me plante et c'est OK. Et Mm. c'est là où c'est un peu compliqué parce que par rapport au mindset à la française, où on a tendance à nous dire, bah, si tu rates, t'es un loser. Mais c'est de se dire, bon, allez, j'ai pris la décision, j'ai sauté le pas, j'ai lancé mon business, maintenant il faut que je prenne des décisions. Mais sur le nombre de décisions que je vais prendre dans toute ma carrière d'entrepreneur, il y en a qui ne vont pas fonctionner. Et c'est OK.
Parce que si on n'est pas OK avec ça, c'est pas la peine de commencer non plus. Ah bah non. Donc c'est pour ça que je dis attention parce que honnêtement, voilà, on ne sait pas comment on va se révéler pardon, en faisant, en chemin, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas le caractère ou enfin, tu vois, qui vont avoir un stress trop important, qui vont vraiment se rendre malades en fait dans cette situation-là. Et c'est important de leur dire dès le départ en fait. Mm. Et donc, toi, ton business, il a évolué en allant vers Mm. plutôt des entreprises, tu t'adresses plutôt à des entreprises, et il a évolué aussi vers de l'international. Donc, comment, pareil, comment tu t'adaptes à dire ça commence à devenir gros, est-ce que c'est pas trop Ouais, gros pour moi? Est-ce que du coup, tu n'as pas le syndrome de l'imposteur? Et quand en tout le plus, il temps. faut aller faire des présentations et des ateliers à l'étranger en anglais, comment tu gères tout ça? Eh ben, le syndrome de l'imposteur tout le temps, et tu me connais bien. Et comment je gère tout ça? Toujours pareil, je crois un pas à la fois, en fait, tu vois, parce que effectivement, au début, je faisais plutôt de l'opérationnel pour les entreprises. Donc, bah, comme j'étais commerciale, je faisais de l'apporteur d'affaires, de la prospection téléphonique, enfin des choses très, très opérationnelles. Ça n'a pas duré très, très longtemps, puisqu'après, j'ai mis un pied dans la formation, et c'est pareil, de ce côté transmettre, donner envie, alors que ce soit à des étudiants ou à des entrepreneurs ou à des salariés, hein, collaborateurs d'entreprise, voilà, ce côté vraiment de transmettre mes convictions commerciales, je trouvais ça génial et je trouve toujours ça génial. Donc ça, j'ai commencé à faire ça. Et puis, effectivement, à un moment est arrivée la question de travailler avec des plus grosses entreprises et notamment euh, enfin plusieurs, mais on va te dire, tu vois, des fois, quand c'est de l'international, tu vas travailler en visio. Parce que justement, tu as des collaborateurs à droite à gauche. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. Mais il y en a une, et c'est à celle-là que tu penses, qui m'a amené en mission carrément physique, en présentiel, sur les filiales au Brésil et aux États-Unis. Ça, c'est juste incroyable. Et là, c'est pareil. Il y a un moment, parce que moi, je viens du commerce international, j'ai fait beaucoup de séjours à l'étranger pendant mes études, j'ai travaillé à l'étranger, etc. Donc, c'est quelque chose que je pensais pas du tout retrouver dans une fonction de consultante solo. Je me dis, j'ai pas une grosse structure, personne ne va m'envoyer à l'étranger. Bon, bah, ça fait partie des croyances qu'il faut balayer, hein. Et là, c'est juste incroyable parce que enfin, pour plusieurs raisons. Un, il y a la question, tu vois, là aussi, il y a une décision à prendre qui n'est pas sans conséquence. C'est que ça veut dire que ce client-là, il va représenter un gros morceau de ton chiffre d'affaires. Et ça, c'est jamais très sain. Ouais. Et, C'est bien et dans un sens, mais si celui-là il part, voilà, il faut mieux en avoir plein de petits qu'un gros, ou bah, c'est aussi ce que qui s'est passé 5 ans plus tard. Mais bon, ça a quand même duré 5 ans l'histoire. Mais c'est ce qui voilà. s'est passé 5 ans plus tard. Mais si tu veux, pour moi, tu fais des critères, tu fais des choix, et je dis ça, c'est irrefusable. Dans ma vie à moi, avoir cette opportunité de pouvoir partir 3 fois par an, jusqu'à 5 fois par an, faire des missions sur des équipes à l'étranger, les suivre pendant comme ça 3 ans, 4 ans, c'est incroyable et je peux pas refuser ça. Donc j'ai pris ce risque. Effectivement, ça a été un risque et derrière ça a eu des conséquences, mais tu vois que bon, je suis en train d'absorber, mais qui sont pas, je veux dire, c'est pas des conséquences définitives non plus quoi. Et Et puis c'est des conséquences par rapport à la situation internationale aussi. Donc, bon, oui on ne peut aussi pas le parce qu'en prévoir à fait, l'avance. C'est pas voilà, ça lié au aurait pu ne business, c'est pas lié à ton business, c'est pas lié à ta compétence et ton expertise, c'est voilà, non. la Ce qui, situation ce qui a été internationale qui dommage, fait. et si tu veux, ce qui a compliqué la chose, c'est que c'était prévu que ça s'arrête. Le problème, c'est que ça s'est arrêté plus tôt que prévu pour des raisons économiques. Bon, ce qui est dommage. Mais c'est l'imprévu, là aussi, qui fait que c'est compliqué. Sinon, c'était anticipé, mais c'était anticipé 6 mois plus tard. Donc, voilà. Mais en fait, ces missions-là, tu demandais pour le syndrome de l'imposteur, tu vois, comment tu gères ça? Bah, effectivement, enfin, pour la petite histoire, moi, quand j'ai quitté mon emploi, donc il y a 10 ans, enfin 9 ans et demi, tu vois, je pensais ne plus avoir le niveau en anglais professionnel, par exemple. Donc, je suis allée repasser une dizaine d'heures de cours d'anglais. Je valide ça avec un TOEIC pour faire financer ma formation, hein, donc il fallait un examen. Bon, bah, j'ai 980 sur 990 au TOEIC. Donc, si tu veux, c'est juste du syndrome de l'imposteur, en fait, on est d'accord. Donc voilà. Mais là, n'empêche que quand on me dit, il va falloir aller faire la formation pendant plusieurs jours aux États-Unis à des Américains, bon, ben, il revient quand même. Tu vois, même le 980, là, tu l'oublies, quoi. Et,
Et la première fois, je suis avec des consultants, donc ça se passe bien, etc. Mais la deuxième fois que j'y vais, je suis avec des commerciaux. Tu vois, les États-Unis, le business, c'est quand même les gens Ouais. qui sont censés être les plus avancés sur la partie business. Et là, c'est pareil, je crois que j'ai réalisé qu'après, en fait, parce que si tu réfléchis a posteriori, tu te dis, attends, dans cette salle, il y avait une dizaine de mecs, en plus, que des hommes, tu vois, américains, commerciaux seniors, quoi. Enfin, il y avait un ou deux plus juniors, mais enfin, la plupart, c'était quand même des gens expérimentés, presque autant que moi, voire plus, qui avaient fait le voyage de tous les coins des États-Unis pour venir à cette formation. Je les avais fait déplacer un dimanche en plus parce que la COP formation commençait le lundi matin. Moi, j'avais pas réalisé qu'ils faisaient autant d'avions que moi, en fait, tu vois. Et Toi, tu traverses un océan, mais eux, ils traversent le pays, ça met autant de un temps d'avion, continent, quoi. tu vois, donc c'est pareil, en fait. Et ces gars-là, tu vois, dans leur tête, tu te dis, ben, pourquoi une petite Française qui est même pas issue de la tech, Ouais. elle vient Eux, nous ils vont m'écouter. expliquer, une femme française, pas de la tech, elle vient nous faire une formation sur du business aux Ouais. États-Unis, tu En vois, fait, mais ça me fait penser à l'état dans moi lequel je me suis retrouvée quand j'ai commencé mon business à New York en 2003, où j'ai lancé des soirées networking, où je connaissais rien au networking. Je venais de découvrir le concept, j'ai dit, c'est génial, leur truc, ça n'existe pas en France. Et de dire, moi, je vais vous apprendre à faire du networking. Non, mais petite Française que je suis, vous faites ça depuis la maternelle. Donc, quelque part, c'est je me ça. dis qu'il faut avoir du culot, mais Ouais. alors, toi, c'est la même chose, je sais, mais en fait, sur le moment, on voit pas ça comme du culot. On voit ça comme, bon, ben, on me demande de le faire. Si on me demande de le faire ou si je peux le faire, si on s'adresse à moi, ben, c'est que ça doit être possible. Donc, si eux me font confiance, il va falloir que je me fasse confiance. Alors ça, c'est vrai, c'est que en fait, la plupart des choses les plus difficiles que j'ai faites, je les ai faites parce que quelqu'un me les a proposées. C'est-à-dire que Ouais, moi, j'aurais jamais eu l'idée d'aller vendre ça à mon client, tu vois. bien sûr. Et mais le Ouais, client a vu le potentiel en moi, donc tu dis voilà, ça te met une pression. Puis moi, j'y vois aussi une opportunité de grandir. Et un truc que tu as souvent activé chez moi, parce que tu sais très bien quels sont mes drivers pour que j'arrive à faire les choses, c'est aussi de dire, bah, si tu le fais, ça va inspirer d'autres nanas françaises qui croient qu'elles ouais. n'en sont pas capables. Je crois que tu fais référence à une soirée il y a un an ou il y a 2 ans où je t'ai poussé à aller parler devant 200 personnes. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais tu vois, c'est exactement ça en fait. Ou quand tu as dit bah, de monter les tarifs parce que tu as les clients pour et ils vont accepter. Et si toi tu le fais, ben, tu vois, ça évitera que les autres elles se vendent à 500 euros de la journée, là, que c'est inacceptable. Enfin, tu vois, ça c'est un driver fort aussi. Et puis oui, j'aime bien le challenge. Bah, ça, c'est mon côté commercial. Pour le coup, j'aime beaucoup le challenge. Et en fait, cette mission avec les commerciaux, elle s'est hyper bien passée. Tu vois, mais tu dis, effectivement, c'est que tu as, et ça c'est important pour ceux qui nous écoutent, tu vois, vraiment, c'est de se dire que sur le papier, ok, on se dit qu'il y a des cases, ils sont peut-être meilleurs sur plein de choses, mais on a autre chose à apporter. On a justement un regard différent, on a une approche différente. Moi, j'ai une approche très relationnelle de la vente qui est pas forcément la leur. Et puis, encore une fois, je m'adresse à des ingénieurs, donc ils sont très loin de ce monde-là. Et comme c'est des gens aussi très curieux et qui réfléchissent bien, bah finalement, ça se passe bien parce qu'une fois qu'ils ont compris, alors il y a un challenge, hein, c'est de les intéresser au départ et qu'ils voient du sens dans tout ça, mais derrière, ils activent vraiment les cerveaux, ils essaient de comprendre et puis surtout, ils implémentent et c'est génial. Et tu vois là aussi une anecdote sur cette première journée avec les commerciaux américains parce qu'elle m'a vraiment marqué. Alors je précise en plus pour simplifier encore le truc, c'est que sur ce voyage-là, moi j'ai le PDG, le big boss mondial, hein, enfin, qui est français, mais qui vient avec moi. Donc il est aussi dans la Un peu salle plus et de ça joue pression. aussi. Oui, ça met de la pression sur moi, sur tous les gens autour de la salle, enfin, tout le monde, quoi. Et donc il faut arriver à oublier ça aussi. Enfin voilà. Et à un moment, en fin de journée, faut imaginer, ben voilà, je suis arrivée la veille ou l'avant-veille, mais il y a un peu de décalage horaire. L'anglais est pas encore tout à fait revenu dans la bouche, tout ça. Et vers 4 heures de l'après-midi, vers la fin, parce qu'ils finissent tôt aux États-Unis, à 4h30 en général, on a fini. On commence tôt aussi. En fait, puis là, 4h30, c'est l'heure où on commence à avoir sommeil, quoi, quand on est en décalage. Et donc, je dis une phrase et elle passe pas. Mais tu sais, elle passe pas du tout, quoi. Je bafouille, impossible de sortir la phrase. Bon, j'essaie une deuxième fois, forcément. Elle passe toujours pas. Là, je commence à me sentir un peu pas bien, quoi.
Bon, alors je m'excuse, et puis j'essaie une troisième fois. Ça passe toujours pas. Et là, il se passe un truc incroyable que je pense qu'il serait jamais passé en France. Le manager, en fait, il fait, attends, Audrey, respire. Il dit, là, depuis ce matin, tu nous expliques des trucs super intéressants, hyper, qui ont vraiment un impact sur ce qu'on va faire, de manière très très simple. Et tu fais tout ça dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. Donc déjà, pour ça, Bravo. bravo et Mhm. merci. Et là, mes 10-12 gaillards, là, je sais plus comment ils étaient, ils se mettent à applaudir. Tu vois. Et ça change tout. Enfin, je veux dire, à partir de là, Alors après, évidemment, bien sûr que ma phrase, elle passe nickel, hein, derrière tout ça, tu vois, il n'y a plus de problème. Un grand ouf et c'est Euh, reparti. Ouais, le deuxième jour se passe, tu vois, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien parce que tu as l'impression que ça y est, toi, accepté, quoi. Et c'est ce qui fait que, après, tu vois, les prochains voyages se passent super bien, que on en arrive à ce fameux truc aussi que tu adores que je raconte sur le fait que ben, je vais leur faire aussi une présentation, enfin, de leur apporter des tips sur de la négociation et que, ben, eux, il se trouve que la boîte, elle est à 1 heure de Boston, donc de Harvard, tu vois. Et que Qui je vais est leur ton dire, bah, rêve, qui était ton rêve depuis ouais, longtemps. tu vois, et en fait, quand j'étais jeune, on m'avait dit, mais demande une bourse, va à Harvard faire des études, etc. Moi, j'avais les yeux qui brillaient comme ça, mais je me disais, mais bien sûr que non, je sais même pas, quoi. Enfin, j'allais dire out of reach, mais hors de portée, voilà, tu vois, parce que j'étais partie en mode américain, là, ça y est. Et, et en fait, et là, tu te dis, bah, putain, ça fait 3 fois que je viens, là, que je passe sur le campus d'Harvard tout le temps et tout. Bon, bah, je suis allée les voir, j'ai dit, écoutez, est-ce que la prochaine mission, on peut la caler en fonction des dates d'un stage à Mhm. Harvard? Et puis le deal, c'est, bah, vous me payez le billet d'avion, on cale les dates en fonction de ça, etc. Et puis moi, je vais me former à Harvard, passer une certification, comme ça, je reviens vers vous avec en plus toutes les bonnes pratiques de Harvard. Et ils étaient bah, comme des fous, en fait. Donc, donc encore une fois, même en étant, et j'insiste, alors c'est pas pour me la raconter moi, mais c'est plus pour effectivement libérer les têtes des autres, parce que j'ai déjà du mal à libérer la mienne, mais c'est toujours plus simple de libérer celle des autres. C'est de dire, même une petite Française, en fait, voilà, qui encore une fois est pas ingénieure, vient pas de la tech, etc., elle peut faire briller les yeux d'ingénieurs américains, enfin de commerciaux, enfin parce que c'est des commerciaux, mais issus enfin, qui sont de formation ingénieur, avec d'autres choses, quoi. Donc, Et tu as complètement ta place. Et tu as complètement ta oui, place. Et c'est ouais. ça aussi, je ne savais pas si tu allais en parler, donc j'attendais de parler d'Harvard, parce que comme je te dis toujours, tu n'en parles pas suffisamment. Je me Mais ce fais que je trouve gronder si aussi, j'en parle pas, donc. ben voilà, tu le savais, tu le savais. Mais justement, c'est ça que j'aime avec toi, c'est que tu l'as dit dès le départ, être entrepreneur, c'est aussi savoir se faire accompagner, c'est savoir se former. Donc, tu t'es toujours formé depuis le début et tu te formes à des choses où des gens ne penseraient pas. Harvard, faire aller un stage à Harvard pour dire j'intègre ça dans ma formation. Et en plus, là, en l'occurrence, tu fais ça le week-end et le lundi d'après, tu leur ressors tout parce que ça donne un plus dans ta présentation. Mais tu as aussi fait, 1 an après, je crois, le cours Florent. Alors, en tant qu'entrepreneur, même moi, je ne l'ai pas fait. Donc, le cours Florent, pour justement, moi, je parle beaucoup d'aller parler en public et ainsi de suite. Donc, par rapport au cours Florent, est-ce que tu peux nous en dire un peu 2, 3 mots? Et puis après, bien évidemment, on parlera de ton livre parce que quand même, tu n'as pas mentionné que tu étais auteur au début. Donc, on va parler du livre. Oui, alors le cours Florence, c'est pareil, c'est incroyable. Puis tu vois, là aussi, on peut se tromper parce que, honnêtement, quand je suis partie à Harvard, j'y suis allée en me disant, je vais être la plus nulle de la salle, tu vois, et j'étais prête à ça. Et c'est OK, enfin, je veux dire, c'est comme ça que tu progresses aussi, tu vois. Et en fait, parce qu'il y avait que des grosses boîtes, parce que c'est pas fait pour les étrangers, enfin, je veux dire, il y a des documents très compliqués, très métiers, très techniques en anglais, etc. Et en fait, bon, bah, tu vois, je la fais courte, mais dès le premier matin, dans un des jeux de rôle, parce qu'il n'y a que des jeux de rôle, hein, c'est que de la mise en pratique, il y a un piège, ben, il n'y a que un tiers de la salle qui tombe pas dedans. Et moi, je fais partie de ceux qui tombent pas dedans. Donc là, je me dis, ah, t'es peut-être pas la plus nulle de cette salle. Donc ça, tu vois, ça, c'était surprenant. Alors qu'au cours Florent, je me dis, OK, c'est une masterclass qui est portée par Michael Aguilar. Michael Aguilar, c'est une référence de la vente en France. Donc, tu vois, moi, je me dis un truc En plus, il est conférencier professionnel. Un des exactement. top Donc, 3 5 en France.
Oui, et puis il a le grade, j'allais dire CSP, tu vois, qui est une étiquette Mhm. internationale qui est très rare en France. Donc voilà, bon. Donc forcément, tu as quelqu'un qui est dans la vente et tu vois, qui parle de vente et de prise de parole en public. Je m'inscris, tu vois. Donc c'est comme ça que j'arrive au cours Florent, parce que moi, j'aurais pas cherché le cours Florent, tu vois. Et là, je me suis trompée dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me dis, bah, je vais aller là-bas, je vais tomber sur des gens comme moi. Des gens qui sont peut-être formateurs, qui ont l'habitude de prendre la parole en public, mais qui font pas de la conférence, qui sont pas des experts de cette prise de parole. Mais c'est cool, je vais apprendre, ça va être chouette. Bah non, parce qu'en fait là on était 60, mais dans les 60, t'en as près de la moitié, c'était le top des conférenciers français, quoi. Ah. Tu vois? Et après on se Donc, tu es retrouve en arrivée atelier. sereine et finalement, tu retombes avec, tu arrives avec ton syndrome de l'imposteur en disant, bah, si eux, ils sont là, moi, elle est où ma place, quoi. Bah c'est exactement ça, parce que tu vois, et en plus dans mon groupe à moi, parce qu'après, on est dispatché en plus petit groupe de 15, tu vois, et dans mon groupe, on se retrouve à 14, 15, et dedans, il y en a 9, 9 des big, tu vois, et tu dis, qu'est-ce que je fais là, en fait? Comment je vais m'en sortir? Et, euh, et en fait, ça a été génial parce que moi, je crois beaucoup aussi aux rencontres. Alors, j'ai appris aussi depuis, tu vois, au début, je me disais, ah, c'est grâce aux gens que je rencontre. J'ai arrêté ça. J'ai progressé. C'est grâce à toi. J'en suis toujours, tu vois, les rencontres, parce qu'il faut savoir aussi les entretenir et les travailler, etc. Mais en fait, ce jour-là, j'ai rencontré des gens qui sont d'une humilité incroyable déjà, qui m'ont énormément appris, qui ont été aussi contents d'apprendre de moi, parce que finalement, ils l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est leur témoignage à eux, mais de dire, bah, finalement, alors pas que de moi, mais des 4-5 moins avancés qui étaient dans le groupe, ben, t'amènes de l'enthousiasme, t'amènes de la fraîcheur, Ouais. t'amènes un regard neuf. Encore une fois, c'est comme tout à l'heure avec mes commerciaux américains, tu vois, c'est t'amènes ce que t'as et t'as toujours un truc à amener, en fait. Donc Ouais. ça, c'est, tu vois, ça, c'est mon plus grand apprentissage des dernières années, c'est que tu as toujours quelque chose à apporter à un groupe. Et ça va permettre de faire la transition avec ton autre question, c'est que, en fait, ces gens-là, je les ai rencontrés donc il y a un an. Pendant un an, je me suis dit, ah, est-ce que j'adhère ou pas à l'Association française des conférenciers professionnels? Mais j'avais une année un peu plus difficile, on l'a un peu évoqué. Donc, tu vois, bon, financièrement, puis les allers-retours à Paris, tout ça, je me dis, non, c'est pas la bonne année, j'y vais pas, etc. Donc, j'ai attendu un an avant de retourner à un événement des conférenciers. Il se trouve que c'était le jour où on a fait la veille de la sortie de mon livre, tu De vois. ton livre. Et en fait, quand je les ai revus, parce que j'avais continué à, tu vois, à interagir sur leurs posts LinkedIn, que j'avais mis des commentaires Mhm. régulièrement, que je soutiens leurs Garder la actions, connexion, en etc. fait. Mhm. En fait, ils m'ont reconnue. Tu vois, alors que j'étais la petite novice qui, soi-disant, servait à rien, enfin, c'est ce que je pensais moi, Ouais. dans le truc. Euh, et en fait, un an après, il y en a même, tu vois, où c'est pas moi qui ai osé aller vers eux et qu'on dit ah, bonjour Audrey, comment tu vas, etc. Machin. Et j'ai dit ah, bah, je viens de sortir un livre. Voilà. Mais Ok. Allez, boum. J'étais la petite, mais maintenant, ça y est, me suis mis dans à la place des grands. non, mais tu vois, c'est tout comme ça. Et comme ils sont. Voilà. Mais parce qu'il y a eu cette rencontre au cours Florent, eh ben, j'ai osé retourner à la FCP, donc l'Association française. Depuis, j'ai adhéré, tu vois. Donc, et ils vont m'apporter aussi de la formation, du feedback parce que Des depuis, bah, connexions, effectivement, j'ai. d'autres connexions, des recommandations, et ainsi de Oui, suite. alors ça, tout un monde différent. Mais je vais surtout grandir grâce à eux parce que, tu vois, c'est ça qui vont m'amener. Et puis, ils ont aussi cette gentillesse aussi, tu vois, c'est que bah, depuis que j'ai sorti le livre, j'ai monté une première conférence, donc j'ai des captations vidéo et ils vont pouvoir m'apporter aussi, Mhm. tu vois, il y en Du a au moins feedback. un pour l'instant qui s'est proposé à m'apporter un feedback sur cette première prestation. Donc c'est génial en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je l'ai dit au tout début, mais là on s'approche de la fin, donc je vais le redire, c'est s'entourer en fait d'une communauté de coachs, de gens effectivement dont on paye la prestation, mais aussi de gens qui sont nos pairs. PIRS, Mhm. qu'on croise dans les réseaux, etc., et qui nous apportent et avec qui on va pouvoir faire des échanges d'expériences. Ils n'ont pas besoin d'être non plus hyper plus avancés que nous. C'est juste qu'ils ont une autre expertise, ils ont un autre regard et que bah, tout ça, c'est ce qui nous fait vraiment avancer. Et ça répond, tu vois, aussi à ta première question sur l'entrepreneuriat. C'est que oui, il y a une histoire de mindset,
mais c'est un mindset collectif, en fait, Mhm. aussi. Tu vois, c'est ton mindset à toi, mais c'est aussi le mindset des gens que tu croises et que Que tu tu croises. côtoies dans ton Et ça, quotidien, c'est quoi. quelque chose qu'il faut entretenir parce que c'est pareil, comme tu dis, moi je dis toujours le networking, hein, pour en avoir organisé depuis des années, c'est ce qui se passe après aussi. Quand on rencontre les gens, bah, Mm. des événements, c'est ce qui se passe après. Si on n'entretient pas les relations, bon, bah, il ne se passe rien, on a juste perdu du temps, quoi. Donc Bah, justement, les conférenciers, ça a marché parce que j'ai continué à mettre, et pas absolument. juste des petits likes, j'ai mis Ouais. des commentaires, des messages, enfin, voilà, Il faut c'est... rester dans leur esprit, en fait. Voilà. ouais. Et donc, justement, la nouveauté de cette année, 2026, ça, c'est que Oui, en mars, c'était quoi? On s'est vu le 16, donc c'était le 17 le mars que tu as 16, le sorti 17 mars, ouais. le livre. Donc, Je le nous, montre. on s'est vu à Paris pour le faire. Donc, on mettra aussi en lien la vidéo qu'on a fait à ce moment-là. Justement, tu as sorti un livre. Alors, ça faisait un moment qu'on en parlait de ce livre. Tu avais fait partie du deuxième Impacté au féminin, du livre collaboratif. Ensuite, tu as fait le bootcamp. Et puis, au bout d'un moment, tu es revenu en disant, bon, allez, et je te disais, ça fait un moment que j'entends parler de ce livre qui doit sortir. Il sort quand? Donc, il est sorti. On en est très fiers. Donc, et là, Et, alors justement, parce que moi, je dis toujours, et tu peux le confirmer parce que tu as fait plusieurs formations par rapport au livre, je dis toujours, quand on écrit un livre, d'abord, c'est un outil marketing extraordinaire, mais le jour où on devient auteur, le regard des gens change sur nous. Et je le dis tout le temps. Et en fait, tout le temps, je sais bien, je vois bien même celle que je suis en train de former pour le livre de collaboratif IAF de septembre, je leur dis, mais je sais que je parle un peu dans le vide. Et le lendemain, tu as fait ta conférence pour la sortie du livre, et le lendemain, tu m'as dit, ah ouais, ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, et l'œil des gens est différent. Et en plus, toi, tu es aussi dans le prochain, dans le quatrième Impacté au féminin qui sort au mois de septembre. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Pourquoi ce livre et comment tu vois que ça va booster ton business? alors, sur le livre, il y a effectivement, plusieurs choses. Le livre collaboratif, ça a vraiment été une première étape super importante parce que ça paraît être une montagne un peu grande à franchir, enfin, à gravir, là, ce livre, voilà. Et aussi, quelque chose que tu n'as pas évoqué là, mais que tu dis très souvent dans les formations, les webinaires, tout ça que tu fais sur les livres, c'est que la plus grosse partie, c'est pas l'écriture du livre, c'est tout l'environnement autour. Parce qu'il va falloir publier, il va falloir en faire le marketing, il va falloir le faire vivre, en Il va fait. falloir le vendre. Et, mais même déjà toute la partie préparation, en fait, Mhm. marketing. Et en fait, le livre collaboratif m'a permis de mettre déjà un petit bout du petit doigt dans ce truc-là, tu vois. Donc, du coup, c'est moins impressionnant Ouais. derrière, Parce que là, même quand on fait le si, livre collaboratif, c'est juste écrire un chapitre et l'équipe et moi, on gère tout le reste et la oui, mais soirée. tu nous l'expliques. Oui, oui, On bien le fait sûr. pas, Ah oui, tout à on le fait, fait c'est pas, mais tu nous important. l'expliques. Tu nous expliques la stratégie de lancement, tu nous expliques ce qu'il y a derrière, tu vois. Donc, le fait d'avoir un petit regard comme ça, là, derrière le rideau de la scène, pour voir comment ça se passe en coulisses, je trouve que derrière, tu vois, c'est déjà moins impressionnant. Après, j'avais complètement sous-estimé le temps et l'énergie que ça allait me prendre, mais ça faisait quand même un premier pas, voilà. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'effectivement, la rédaction, c'est pas forcément le plus compliqué. Euh, c'est tout le reste autour. Enfin, parce que la rédaction, en général, on rédige sur un truc qui nous tient à cœur, qui nous, tu vois, qui nous motive, etc. Et, et aussi parce que techniquement, j'ai utilisé quelque chose, alors qui s'est inspiré de ce que tu proposes toi, qui est de faire des interviews avec des gens qui posent des questions. On a fait cette partie-là toutes les deux sur les anecdotes et ça a très bien marché. Mais sur le reste du contenu, en fait, moi, j'ai travaillé avec un enregistreur IA. Alors, c'est pas pour qu'il écrive le bouquin à ma place, mais c'est parce que je l'ai dicté, je l'ai parlé, et que c'était moins pénible pour moi que de rester derrière un ordinateur, etc. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que j'avais une intention claire que je voulais que ce soit écrit comme je l'aurais raconté à quelqu'un dans un coaching one-to-one ou dans une salle de formation. Et C'est pour ça ça, aussi que je dis toujours qu'il faut enregistrer soit par interview, soit en enregistre, parce que c'est beaucoup plus fluide, c'est moins cérébral. Quand on l'écrit, même si on oui, l'écrit sur son ordinateur, on c'est ça. réfléchit à chaque mot et à chaque phrase. Alors que là, quand on le parle, ça coule tout seul. Exactement. Et en plus, c'est beaucoup plus naturel et j'ai beaucoup ce retour. Alors, je me dis que ça a fonctionné, tu vois, parce que j'ai beaucoup ce retour des premiers lecteurs de c'est très bien écrit ou c'est agréable à lire ou c'est facile à comprendre.
Et je dis, alors très bien écrit au sens littéraire, peut-être pas, mais en tout cas, Mais c'est c'est pas fait pour écrit. ça. Non, c'est écrit dans l'intention qui est, faut que ce soit facile à comprendre et que ce soit qu'on s'ennuie pas en fait, qu'on ait envie d'aller au bout du truc. Donc ça, techniquement c'est ça. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais effectivement sur le regard, voilà, c'est ça que tu me posais comme question. Déjà, avant même de l'avoir fini, c'est ça que je t'avais partagé aussi, c'est que moi j'ai demandé comme ça un peu sans y croire à des gens s'ils voulaient répondre à des interviews, participer au livre, etc. Et en fait, il y a quatre interviews, une préface, un avant-propos, enfin ça fait 6 personnes, plus un neuroscientifique qui est venu valider mon équation qui est la conclusion du livre, enfin qui est le résumé du livre. Donc en fait, ça fait 7 personnes qui se sont impliquées en fait avec moi dans ce livre parce que dès qu'on a dit ben j'écris un livre, c'est tout de suite waouh, t'écris un Ding, ding, livre. ding, ding, ding. Et même mes conférenciers professionnels, là, tu vois, quand j'ai dit ben, le 16, après t'avoir vu, quand je suis allée à la soirée et que je leur ai offert des exemplaires à ceux que je connaissais, Mhm. des exemplaires de mon livre, ils avaient les yeux comme ça parce que, et il y en a même qui ont dit, ah, t'oublies pas, hein, tu pars pas sans me donner le mien, voilà. Euh, Parce que soit ils ont envie d'en écrire un et ils l'ont pas encore fait, soit ils sont en train d'en écrire un, soit ils Faut en me les ont déjà envoyer, écrit ceux-là. et ils savent ce que c'est. Donc, non, mais voilà, tu vois, et oui, je peux te les envoyer. Mais donc, c'est quelque chose qui leur parle énormément et parce que ça change effectivement le regard et que le livre est, je sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, c'est assez lié au monde de la conférence, c'est-à-dire que c'est plus facile d'obtenir, et je discutais avec un directeur régional de La Poste, par exemple, encore cette semaine, et m'a dit, bah oui, nous, les conférenciers qu'on choisit, c'est soit des gens très connus par leur activité, soit aussi on regarde ceux qu'on publié et qui font des ventes avec leurs livres. Donc, c'est un des critères, en fait, pour avoir de la prise de parole en public. Et cette prise de parole en public amène du lead, du contact, du prospect pour pouvoir derrière décrocher des ventes. Enfin, c'est un enchaînement en fait. Ouais. Et c'est pour ça aussi que moi, les femmes où j'ai de la visibilité, notamment par rapport au pilier de personal branding, le livre et parler en public, parce que pour beaucoup de personnes, mais encore plus des femmes, c'est d'avoir peur de prospecter pour aller parler en public. Donc quand du coup on a un livre, quelque part on se cache derrière, on peut se cacher derrière le livre en disant, voilà mon expertise, j'ai écrit un livre, donc ça aide à mettre un pied dans la porte. Et pour beaucoup de celles qui ont écrit, soit dans les livres impactés au féminin, collaboratifs ou que j'ai aidé à sortir leur livre, ça les aide, ça aide en fait, ça pousse un peu en disant c'est pas moi, c'est mon livre. Mais par contre, le résultat, et Ouais. c'est ça le but, c'est une fois qu'on a sorti un livre, c'est de. Et toi d'ailleurs, ton objectif, c'était clair, c'était moi, mon livre, c'est je veux décrocher des conférences derrière, parce qu'on sait que le livre tout seul, bon, si on vend un livre, c'est bien, mais on va pas devenir riche avec un livre, mais c'est tout ce qu'on va pouvoir vendre derrière. Alors, effectivement, moi, j'avais un objectif de trouver des nouveaux clients parce que, en fait, je trouve assez facilement des clients quand les gens me connaissent. Mhm, Mais en fait, quand les gens ne me connaissent pas au niveau national, par exemple, c'est un peu plus compliqué pour moi. Ça marche extrêmement bien par recommandation, bien sûr. mhm, Mais au-delà de la recommandation, c'est un peu plus dur parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, je coche pas forcément les cases mhm, de ce que les gens cherchent quand ils font une recherche rationnelle, en fait. Donc il y a ça. Donc je me suis dit, OK, pour trouver des clients, chez moi, ce qui marche, c'est chaque fois que je prends la parole devant des gens. Donc là, même s'ils ne me connaissent pas, OK, ils ont envie qu'on fasse un rendez-vous et qu'on en échange. Et c'est l'objet du livre, hein, mais c'est pas pour rien. C'est qu'en général, quand j'ai quelqu'un en rendez-vous, j'arrive à closer plutôt à 75%, ce qui est ouais, plutôt un bon taux. Et voilà, mais moi j'ai besoin qu'ils soient en face de moi. Donc pour qu'ils soient en face de moi, je l'attire avec la conférence. Et comment je décroche des conférences? Eh ben par un livre. Donc en fait c'est plutôt mhm, comme ça que c'est venu dans ce sens-là. Et puis il y avait un deuxième objectif. Donc il y avait l'objectif marketing très clair et sur lequel on a bossé ensemble. Mais j'avais aussi un autre objectif qui pour moi est important. C'est toujours pareil, hein, c'est d'aider un maximum de gens. Et il fallait aussi que ce soit pas que du contenu marketing, mais que ce soit aussi un contenu vraiment applicable, enfin, je veux dire très concret, très pragmatique et qui donne envie aux gens et la possibilité d'implémenter de manière assez simple
parce que je voulais aussi que le livre il serve à quelque chose à ceux qui allaient prendre la peine de le lire. Donc, parce que bon, il y en a aussi, ils font des livres juste parce que marketing, tu vois. Euh, Là, Oui, il il faut que fallait ça serve arriver. à quelque chose. Voilà. Ouais, il fallait arriver à concilier les deux, tu vois. Donc, Et comme je dis, un livre dont on ne parle pas, c'est un livre qui ne se vend pas. Et si on ne vend pas, non seulement on n'impacte pas, mais en plus on n'a pas de clients. Donc alors ça ne sert à ça, rien d'écrire un livre. c'est le sujet du moment, tu vois, c'est que en fait, en plus, comme au moment où enfin, le livre est sorti le 17 mars, j'ai fait ma première conférence publique pour fêter le lancement le 31 mars. En même temps, j'ai commencé une très grosse mission pour un client. Donc, si tu veux, tout ça fait que voilà, ton cerveau, il se dit, c'est bon, tu as fini le livre, tu as fait ta conférence, tu as passé la ligne d'arrivée. C'est faux. C'est-à-dire que Ben, là, le boulot, il commence quand on a fini le livre et quand on commence la promotion, en fait. Écrire, exactement, c'est la tu vois. partie la plus simple. Enfin, c'est du boulot, mais c'est du boulot caché, en fait. C'est du boulot dans les coulisses. Donc, pour le monde, le travail, il commence après, en fait. Et c'est là où je trouve que c'est difficile de se remobiliser. Et donc, voilà. Donc, avec tout ça, moi, j'ai un peu laissé passer, même si j'ai fait des trucs. Mais là, je suis en train justement de réactiver ça, tu vois, parce que c'est vraiment le moment. Je vais refaire une édition de ma conférence, je vais remettre le livre en avant, etc. Parce que c'est pas obligé non plus de le faire dans les 15 jours qui suivent, mais il faut pas non plus Mais, attendre mais pour autant, tu as fait indéfiniment. la sortie de ton livre, tu avais une centaine de personnes en face de toi. Ton but, c'était de décrocher des conférences et tu en as déjà décroché avec ce premier événement que toi, tu as organisé en tant que dédicace, mais ça t'a permis de déjà commencer à décrocher d'autres conférences derrière. Ça m'a permis alors d'en décrocher une de plus et puis surtout, je l'ai vu aussi sur des contacts, sur des salons que je suis allée voir, etc. Bah, quand tu offres le livre, tu vois, je fais aussi un truc qui paraît désuet aujourd'hui, mais qui marche très très bien. Ça, c'est ma casquette commerciale. C'est qu'aujourd'hui, ben, les boîtes autour de chez moi, évidemment, je peux pas le faire en national, mais je fais aussi du porte-à-porte. C'est-à-dire que j'ai un cadeau super à leur laisser. Enfin, Pas un donc, tu truc qu'ils vont vois, mettre à la poubelle. exactement, tu vois, c'est pas une brochure ou une carte de visite, j'ai un cadeau à leur donner. Donc, en fait, les gens, bah, soit ils sont là, ils sont super contents, ça démarre la discussion et ça permet d'ouvrir des portes derrière. Après, ça concrétise pas sur l'instant, ça va prendre un peu de temps, mais il y a des choses qui sont démarrées. Ou s'ils sont pas là, eh ben, ils font des messages, hein. Il y a personne qui reçoit un cadeau et qui dit rien. Donc, voilà. Donc, ça déclenche des débuts de discussion qui feront que j'espère bien décrocher des contrats vraiment signés Ok. à partir de septembre, tu vois. Donc, on en reparlera. Mais On fera un deuxième podcast. Ok, et bien sûr merci beaucoup Audrey. Et puis donc on mettra tes liens en dessous de la vidéo et le lien pour aller acheter le livre également, parce que c'est le but aussi. Et merci. puis si tu avais un mot de la fin pour les personnes qui soit sont déjà entrepreneurs mais que leur business ne fonctionne pas exactement comme elles voudraient parce que peut-être il y a des hauts et des bas, ou celles qui voudraient se lancer mais qui n'osent pas, ce serait quoi ton conseil? Osez. Osez, 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 osez. Et puis, ce qu'on a dit, entourez-vous. Enfin, faut pas vouloir tout faire tout seul. On n'est pas Superwoman, Wonder Woman. Moi, j'adorais ce mythe-là, hein, au départ. Et puis, en fait, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent le mieux et le plus longtemps, Et le plus eh vite? ben, c'est pas des Superman et des Wonder Woman. C'est des gens qui se sont super bien entourés. Le plus vite et le plus longtemps parce que justement, il reste entouré en permanence. C'est pas je démarre avec je m'entoure comme il faut ou je me forme comme il faut, puis après, ça y est, je sais tout toute seule et je peux continuer. Mais c'est tout au long de sa carrière, en fait. Exactement. OK. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, bah, à toutes celles Merci. qui nous regardent, donc vous pouvez, si vous voulez découvrir les autres podcasts, vous avez le lien en dessous aussi, impactéauféminin.com/podcast. Et le but, c'est que régulièrement, 2 à 3 fois par mois, j'interviewe des personnes. Et donc, bah, le but, c'est comme le club, comme les livres, c'est que ça vous impacte, c'est que ça vous fasse des déclics. Et que moi, mon but, c'est qu'il y ait plus de femmes à devenir entrepreneurs. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, mais que vous avez envie, mais que vous avez peur, vous allez voir plein d'exemples de personnes
personnes qui ont eu peur et qui ont osé, comme tu dis, et qui ont sauté le pas. Et Qui ont puis, encore peur des fois, hein. et aussi, ouais, de toute façon, toujours. Et puis, et aussi d'obtenir votre liberté. Alors moi, je ne parle pas de liberté financière parce que j'aime pas ce mot qui est devenu tout n'importe quoi. Mais j'ai toujours parlé de liberté tout court. C'est ma devise. Moi, toutes les personnes qui me connaissent le savent. Mm, C'est je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et que, ben, avec un business, c'est plus simple parce qu'on peut gérer un business. Mais pour ça, il faut avoir un business qui fonctionne. Et quand on a un mm. business qui fonctionne, ben, on peut avoir le style de vie qu'on a envie. Et on peut avoir plus de temps, s'arrêter de travailler si on a envie, plus de temps libre, plus de temps pour sa famille. Et elle est là la finalité. Donc, merci une fois de plus, Audrey. Merci à toutes Merci à vous. et à ces quelques messieurs qui nous regardent. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.